Bonjour à tous, pour le tutorat d'Angers, nous allons à la rencontre des professionnels de santé. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons rencontrer le docteur Jousset, qui est médecin légiste. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Je vous remercie. Bonjour, je suis Nathalie Jousset, je suis médecin légiste. Alors, médecin légiste, c'est une profession assez étonnante quand on a choisi de faire le parcours médical, qui n'était pas forcément ma voie de choix principale, mais qui a été une question de rencontre et de personnes initialement qui m'a donné envie de m'inscrire dans cette voie-là. Mon professeur, en fait, à l'époque de mes études de Tourangelle, mon professeur de médecine légale m'avait passionnée de par son enseignement et je m'interrogeais beaucoup sur comment ça pouvait s'appliquer en pratique, cette activité de médecine qui était quand même très à part. J'ai ainsi pu approfondir ces connaissances en arrivant par l'internat à Angers, en rencontrant M. Pénaud à l'époque, donc professeur de médecine légale angevin, qui m'a permis de m'inscrire dans cette filière que j'ai découvert complètement et qui m'a complètement passionnée et pour laquelle aujourd'hui je suis vraiment satisfaite d'avoir fait ce choix. Donc, docteur, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus en détail de votre métier, des différentes activités que vous faites, de comment s'organise votre service ? Oui, bien sûr. Alors, l'activité du médecin légiste n'est pas forcément très connue. Elle se décline en différentes facettes, je dirais. La première et la plus importante et sûrement la moins connue, c'est l'activité de victimologie. De recevoir au sein de notre service les personnes qui ont été agressées, soit volontairement, soit involontairement, et pour lesquelles il est nécessaire de réaliser un examen médical qui permettra ensuite d'établir un rapport qui sera utilisé dans la procédure judiciaire. L'objectif de la prise en charge de ces victimes, c'est également de leur apporter un soutien psychologique si nécessaire, une assistance sociale également si nécessaire, et de pouvoir leur faire rencontrer des associations pour les aider dans la suite de leur parcours de victime. Donc cette activité est une activité majeure puisque les consultations ont lieu tous les jours dans le service, toute la journée, et nous permettent ainsi de prendre en charge à la fois des victimes majeures, mineures, des personnes victimes de violences suite à une rixe dans une rue, ou des personnes agressées sexuellement également, ou des enfants victimes de maltraitance. Donc ça, c'est vraiment une activité absolument capitale du service de médecine légale. Parallèlement, nous sommes également amenés à travailler avec les morts, puisque ça, c'est la partie en général la plus connue de ce travail de médecin légiste. Nous sommes sollicités pour nous déplacer sur les lieux d'un décès qui est potentiellement suspect. Dès lors que la mort n'est pas attendue, n'est pas naturelle, eh bien les enquêteurs, après avoir été alertés par un médecin qui aura constaté le décès et qui aura suspecté le fait que le décès est potentiellement secondaire à l'intervention d'un tiers, eh bien le médecin légiste sera sollicité pour se rendre sur les lieux et faire les premières constatations, examiner le corps, voir s'il présente des lésions inquiétantes, essayer de dater le décès, à quand remonte cette mort. Et ça, sans se déplacer, on ne peut pas faire cet examen-là. Donc ce sont des éléments initiaux à recueillir qui sont absolument capitaux pour la suite de l'enquête. À l'issue de cette levée de corps, de cet examen du corps, les autorités judiciaires, le procureur de la République est appelé téléphoniquement et un compte-rendu oral lui est fait à la fois par l'enquêteur qui va être sur place et par le médecin légiste afin que le procureur puisse prendre une décision immédiate de savoir les éléments sont suffisamment clairs, on n'est pas inquiet sur la procédure, elle s'interrompt, ou alors il est nécessaire d'aller plus loin et dans ces cas-là de demander une autopsie médico-légale. L'autopsie sera ensuite pratiquée par les médecins légistes si le procureur le souhaite, le jour même, le lendemain, le plus souvent. Et là, cette activité donc, se déroule au sein de l'Institut médico-légal, en présence des enquêteurs. Et le rôle de cette autopsie, son objectif, ça va surtout être de déterminer quelle est la cause du décès et de répondre à la justice en termes de y a-t-il intervention d'un tiers dans la survenue du décès, soit par des coups qui ont été portés par exemple, soit un problème en responsabilité médicale, ce qui peut arriver aussi. Un patient est décédé dans un service hospitalier, on n'a pas d'explication, il y a eu un problème dans la prise en charge, c'est aussi important de le mettre en évidence. Donc cette activité d'autopsie qui est passionnante parce qu'elle permet d'accéder à la globalité du corps humain,
Une autopsie médico-légale est toujours une autopsie complète, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le thorax, l'abdomen, on va ouvrir le crâne, on va regarder toutes les parties du corps, on va regarder tous les organes. Et ça nous permet ainsi de faire des prélèvements également si c'est nécessaire pour des analyses complémentaires, toxicologiques, criminalistiques, anatomopathologistes, et de déterminer donc quelle est la cause du décès. Donc on travaille avec des agents de la chambre mortuaire qui nous aident techniquement dans cette partie et qui ont pour rôle majeur de reconstituer les corps à l'issue de l'autopsie qui pourront bien sûr être présentés aux familles si c'est nécessaire par la suite. Donc ça c'est aussi une activité importante bien sûr de la médecine légale. Autre activité, les examens des gardés à vue. Nous sommes sollicités pour examiner les personnes qui sont placées en garde à vue suite à une conduite en état d'ivresse par exemple, ou suite à une suspicion là aussi d'avoir porté des coups sur une autre personne, d'avoir maltraité un enfant. Nous nous déplaçons donc au sein du commissariat et de quelques gendarmeries où les gardés à vue sont amenés dans le service suivant les circonstances pour qu'on les examine afin de dire si leur état de santé est compatible ou non avec un maintien en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie et dans les locaux de la police tels qu'ils sont, c'est-à-dire une petite cellule assez précaire avec juste un banc pour s'allonger. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le quotidien de notre activité. Au-delà de ça, beaucoup d'autres interventions, beaucoup d'autres missions nous incombent, plus ponctuelles, qui peuvent être à la fois les reconstitutions judiciaires, donc à la demande des juges d'instruction, qui peuvent nous demander de nous déplacer sur un lieu criminel, avec les enquêteurs, avec l'auteur éventuel des faits, avec les victimes si elles sont toujours vivantes, avec les témoins qui auraient pu assister à la scène, afin de reconstituer la scène et de répondre aux questions pour savoir si la façon dont la scène est présentée par les différentes parties est compatible ou non avec les lésions que le médecin légiste aura constatées sur la victime vivante ou décédée. Donc ça, c'est une activité qui est assez passionnante parce que ça permet vraiment de corroborer aussi ce que l'on a pu constater, nous, sur une table d'autopsie ou dans une salle de consultation, avec une histoire et d'essayer de confronter les éléments pour s'assurer que la version qui va être retenue soit bien la bonne. On peut également être amené à pratiquer des expertises médico-légales très fréquemment, c'est-à-dire que nous sommes sollicités soit par les procureurs, soit par les juges d'instruction, pour répondre à des questions qui peuvent se poser dans des enquêtes, soit sur des victimes que l'on a déjà vues en amont, soit sur des victimes que l'on n'a pas forcément nous-mêmes examinées, en étudiant leur dossier médical et en répondant à des questions qui relèvent de l'ordre de cet enfant a-t-il subi une maltraitance, y a-t-il un problème en responsabilité médicale, voilà, ce sont les situations les plus fréquentes qu'on rencontre. Est-ce que ce décès est bien un décès d'origine naturelle ou pas, quand les familles ont fait des démarches en amont, par exemple pour déposer plainte par rapport à leur père, leur mère, et qu'ils se questionnent sur les modalités du décès. Donc c'est très varié, et ça, ce sont des missions qui viennent se surajouter aux missions quotidiennes de victimologie et de thanatologie. Enfin, je dirais, si on veut cerner l'ensemble des actes qu'on peut être amené à faire, il est important aussi de prendre en considération les différentes dépositions que l'on est amené à faire, notamment aux assises. C'est-à-dire que dès lors qu'on a examiné une victime qui a subi, qui est impliquée dans une affaire criminelle, ou dès lors qu'on a pratiqué une autopsie dans un cadre criminel, donc une victime, ça peut être une victime de viol bien sûr, ou une victime décédée qui a subi un homicide, eh bien nous sommes sollicités pour aller aux assises et déposer, afin d'expliquer aux jurés, à la fois donc jurés magistrats professionnels et jurés citoyens, ce que nous avons constaté. Donc il faut être clair, il faut s'exprimer avec des mots que tout le monde puisse comprendre, effectivement, pour que le jury puisse se faire sa propre opinion sur la culpabilité ou non du mis en cause qui va être dans le box des accusés juste à côté de nous. Donc on est amené à exposer notre activité et également à répondre aux différentes questions des avocats, du jury à ce titre-là. Et c'est un exercice toujours, je dirais, intéressant parce que c'est vraiment la finalité de notre travail. Que ce jugement ait lieu et que ça puisse aboutir à une condamnation si elle est nécessaire, ou à une relaxe bien sûr, si le mis en cause s'avère ne pas être l'auteur des faits. Voilà. Une première question à vous poser, on aurait aimé connaître un peu plus en détail votre métier. D'abord, est-ce que vous pourriez nous parler par exemple des horaires du médecin légiste ?
Alors le rythme du travail du médecin légiste est un rythme qui n'est pas forcément très organisé, très cadré dans le temps, dans le sens où ça peut paraître étrange de le présenter comme ça, mais quelque part c'est quand même une activité d'urgence, c'est-à-dire qu'on va intervenir beaucoup à la demande des magistrats pour examiner des gens, pour faire une levée de corps, pour réaliser une autopsie. Donc une partie de l'activité est programmée, donc l'activité de consultation se déroule tous les matins entre 8h30 et midi, reprend l'après-midi sur des horaires classiques de consultation. L'activité de thanatologie aussi, en termes d'autopsie, c'est-à-dire que les autopsies sont calées le matin, l'après-midi, aux heures de journée habituelles. Et puis après, tout le reste de l'activité va se greffer par-dessus à des horaires qui ne sont pas forcément déterminés en amont. C'est-à-dire qu'il faut aller examiner un gardé à vue, et bien ça peut se faire entre la prise de fonction le matin, 8h30, jusqu'au passage d'astreinte le soir qui débute à 17h30. Ça peut être entre midi et 2 qu'il faut examiner un corps à l'extérieur, etc. Donc la journée elle-même est basée sur une trame qui est assez rigide, par-dessus laquelle des urgences médico-légales vont s'ajouter. Et puis, donc, comme je l'ai déjà évoqué, un médecin légiste est de permanence, d'astreinte, 24 heures sur 24, la nuit et le week-end, avec une activité qui est assez dense, d'examen de gardé à vue, là aussi, d'examen de victime qui vient se surajouter à l'activité de journée. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire part des qualités d'un bon médecin légiste et également, si vous voulez, aborder quelques points que vous jugeriez importants? Alors oui, il y a des points qui sont importants quand on veut choisir cette filière. Alors c'est une filière qui est passionnante parce qu'elle est extrêmement variée. Et c'est encore une discipline jeune qui mérite beaucoup d'exploration complémentaire dans plein de secteurs. La balistique, l'anthropologie, le droit médical, tout ça c'est en évolution constante et il y en a plein d'autres. Et ce sont finalement des surspécialités qui sont absolument captivantes, qui font toute la variété de cette activité, que l'on pratique en plus avec, je dirais, des collègues variés, puisqu'on va travailler avec tous nos collègues de l'hôpital, mais également avec les enquêteurs, avec les magistrats, avec les avocats. Donc une grande variété dans le travail. Il faut aimer ça, il faut aimer avoir cette ouverture vis-à-vis d'un monde qui n'est pas que hospitalier, mais aussi extérieur. Donc ça, c'est capital. Il faut aimer la médecine en tant que telle, parce que parfois, et je l'ai déjà entendu, j'ai choisi la médecine légale parce que je redoute un peu le contact avec le patient. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, pourquoi? Parce qu'on voit des patients énormément. L'activité de victimologie représente à peu près 80% de notre activité, si ce n'est plus. Donc on voit des enfants, on voit des femmes, on voit des hommes, on est en contact avec les gens régulièrement, même si on ne les suit pas à long terme. Donc il faut aimer ce contact. Et il faut aimer la médecine parce qu'il faut finalement être pas trop mauvais en tout, c'est-à-dire qu'on ne va pas être spécialiste en pneumo, on ne va pas être spécialiste en gastro, mais malgré tout, quand on recherche une cause de décès, quand on examine une personne qui est victime d'une rixe et qu'on fait un examen orthopédique, il faut bien avoir toutes ces compétences pour examiner cette victime correctement, savoir rechercher ses mobilités articulaires, etc. Et puis en autopsie, il faudra avoir des connaissances en physiologie, en anatomie, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine du décès. Donc au contraire, il faut finalement avoir une maîtrise de la médecine qui est assez large et qui est assez grande et qui nous mérite d'ailleurs régulièrement de retravailler certains points afin d'être toujours à jour pour pouvoir répondre aux demandes de la justice, ce qui en fait un grand intérêt de par, je dirais, l'absence de routine qui peut exister, à la fois dans les missions qu'on est amené à faire et dans l'organisation quotidienne des journées. Donc ça me paraît être une qualité majeure que de ne pas rechercher la routine, quelque chose de cadré, de récurrent. Là, l'activité de médecin légiste, c'est pas ça. Elle est toujours différente chaque jour. Moi, je trouve que ça en fait vraiment sa richesse. Ça fait comme un certain nombre d'années maintenant que je la pratique et il n'y a jamais 2 semaines qui se ressemblent. Et moi, je trouve que c'est vraiment ce qui la rend vraiment attractive. Il faut avoir réfléchi en amont à une question qui me paraît majeure, qui est celle de « j'ai fait médecine et je ne soigne personne ». Je soigne personne au sens somatique, c'est-à-dire qu'on prescrit un petit peu, mais très peu, lors des gardes à vue notamment. Mais notre rôle principal, c'est pas ça. Notre rôle principal, c'est le constat. On est vraiment l'intermédiaire entre le monde médical et le monde judiciaire afin d'éclairer le monde judiciaire et d'accompagner les victimes globalement également, bien sûr. Et en cela, moi, j'ai le sentiment qu'on les soigne. Parce qu'on va leur apporter une prise en charge globale et on va les aider dans leur démarche judiciaire. Mais en réalité, effectivement, il y a peu de prescriptions. On fait des diagnostics, mais on ne prescrit
très peu. Donc c'est pas l'activité de soins peut-être telle qu'on se l'est imaginé, en tout cas quand on s'est inscrit en médecine. Donc ça c'est vraiment une question très importante à réfléchir en amont, puisque le parcours aujourd'hui fait que c'est une spécialité à part entière. Donc on termine l'externat, on passe son internat et on choisit éventuellement cette spécialité. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on ne sera pas dans une activité de soins en tant que telle. Donc on aimerait en savoir plus sur quelque chose qui est relativement important dans votre métier, qui est le rapport à la mort. Comment est-ce que vous abordez ce rapport à la mort et d'ailleurs plus largement le rapport au corps? Alors c'est une très bonne question effectivement, puisque cette activité de médecin légiste nous confronte à être en contact de façon quasiment quotidienne avec des personnes qui sont décédées, ce qui n'est pas de la vie courante de tout le monde, et qui peut parfois interroger sur comment on peut vivre ce genre d'activité professionnelle. En fait, je crois que l'abord que l'on a du corps est vraiment un abord scientifique, puisqu'on va examiner un corps en ayant des questions qui nous sont posées et auxquelles on va devoir répondre. Donc en fait, notre regard est un regard, je dirais, actif sur le corps, c'est-à-dire que dès qu'on va poser les yeux dessus, on va essayer de répondre à des questions, on va essayer d'identifier des éléments qui vont nous permettre de dire si oui ou non il s'agit d'une mort violente, s'il s'agit d'un homicide ou pas. Donc le fait d'être dans ce regard actif et cette approche scientifique, je dirais, du corps fait que on n'est pas exposé, je dirais, à un regard qui pourrait être forcément difficilement acceptable ou perturbant de façon importante. Alors je ne dis pas que certaines situations ne touchent pas plus que d'autres et que certains corps très abîmés peuvent être très impressionnants à regarder, et ça nous arrive tous, ou le corps d'un enfant décédé, ça peut être aussi très compliqué. Mais malgré tout, comme on est dans cette démarche médicale, médico-légale, eh bien on passe au-dessus de ça. Et finalement, captivé par les questions auxquelles on doit répondre et par notre recherche des causes du décès, c'est quelque chose qui s'accepte assez facilement quand on souhaite faire ce métier, bien évidemment. Et puis l'autre élément important, ça serait de se dire qu'effectivement, on pourrait banaliser aussi l'approche au corps décédé, parce qu'on le fait tous les jours. Et là, je dirais, le garde-fou qu'on a par rapport à ça, c'est la présence des externes dans le service, des étudiants en médecine, parce qu'ils tournent régulièrement et qu'à chaque fois, lors de nouvelles équipes, eh bien, ça nous remet dans notre position de, on est avec un futur collègue qui découvre cette activité pour la première fois et qui va nous voir travailler avec une personne décédée pour la première fois, donc je l'accompagne, donc je lui explique. Et ça nous remet à chaque fois dans la situation de ce que je fais, c'est pas banal. Il faut s'en rendre compte et il faut absolument garder un recul qui permet de travailler correctement et de ne pas être impacté au-delà de ce qui devrait être et de garder ce regard professionnel sur le corps. Comment vous percevez la sortie de l'hôpital? C'est-à-dire une fois que vous êtes sorti de cet environnement où vous avez eu un contact très particulier avec les corps d'autres humains, comment est-ce que vous percevez le monde extérieur? Alors c'est encore une bonne question, parce que c'est vrai que cette activité nous place toujours un petit peu à part dans l'activité médicale. Je pense qu'on a chacun nos ressources pour vivre ça, qui nous sont tout à fait personnelles. Alors je ne dis pas que parfois, ça ne met pas en écho certaines situations personnelles qui me concernent et qui peut-être pour lesquelles j'appréhende plus. Je vais vous donner un exemple, je pense que ça sera beaucoup plus parlant. Je me souviens très bien quand mes enfants étaient petits. C'est vrai que parfois, en allant les chercher dans leur lit, je me demandais s'ils respiraient bien ou s'il n'y avait pas, voilà, on n'est pas dans une situation de mort subite du nourrisson, voilà, ce qui est quelque chose normalement qu'on ne doit pas vivre, j'imagine, avec une telle appréhension. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de l'avoir. Est-ce que mon enfant est bien vivant? Est-ce que ce genre de choses? Après, je pense que voilà, ça nous est vraiment personnel et fonction de l'organisation de notre famille et de ce qu'on vit. On peut avoir des appréhensions très particulières par rapport à ce qu'on a pu voir dans une journée suite à un accident de la route, par exemple, ou ce genre d'événement aussi. Et puis, il faut trouver le dérivatif qui va faire que vous avez cet équilibre avec la vie, quoi, et que effectivement, ça vous permet de vous libérer de situations cliniques qui ont pu être compliquées. Moi, personnellement, je cours. C'est un peu mon défouloir, notamment parfois même entre midi et 2. Il y a eu quelque chose de compliqué le matin à voir, et bien voilà, on va courir, on va dans la nature, on s'épuise un peu physiquement, mais du coup on vide sa tête aussi, on revient, on est prêt à réattaquer sans aucun problème. Donc ça, je pense que personnellement, moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. D'autres ont d'autres activités qui leur permettent ainsi de trouver cet équilibre, et puis après on échange entre nous aussi.
Donc pour les situations difficiles, ça nous paraît important aussi de pouvoir échanger sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vécu. Et l'ambiance finalement d'équipe fait que ça se gère plutôt très bien. Très bien. Donc un autre point qu'on voulait aborder avec vous, c'est le rapport du médecin légiste avec la justice. Comment est-ce que, quand on est médecin légiste, on gère les secrets qu'il peut y avoir autour d'une enquête ou l'agitation médiatique qu'il peut y avoir autour des affaires de justice? Expliquez-nous. Alors effectivement, c'est une obligation du médecin légiste supplémentaire à celle du secret professionnel qu'ont tous les collègues que de devoir maintenir secret l'enquête. C'est quelque chose d'absolument capital puisqu'on va être amené à avoir connaissance d'éléments qui peuvent être effectivement ensuite réexprimés dans la presse et médiatisés même sur le plan national. Malheureusement, c'est pas rare, ça nous est arrivé cette année puisqu'on a malheureusement eu le premier homicide féminin, premier féminicide de l'année et tout de suite c'est sorti dans les médias le 1er janvier très tôt. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on dit? Rien. Tout simplement rien, c'est-à-dire que bien sûr, tous ces éléments doivent être absolument secrets. On ne répond qu'à la justice et absolument personne d'autre, et ça c'est quelque chose de vraiment capital. Il faut être vigilant par rapport à ça, parce qu'on peut être sollicité parfois de façon même un peu malhonnête, parce que certains sont curieux d'avoir des informations, et vraiment tout ce qui se passe en médecine légale ne doit absolument pas sortir, sinon on serait susceptible d'être condamné nous-mêmes pour entrave à l'enquête. Une question qu'on voulait vous poser également, c'est la question qu'il y a autour de l'imaginaire collectif qui peut entourer le métier de médecin légiste, l'idée que les gens peuvent s'en faire par rapport aux séries, aux médias, aux films. Qu'est-ce qui, selon vous, peut ressembler ou différer par rapport à l'idée que les gens se font de la médecine légale? C'est une question effectivement qui revient souvent, mais c'est une vraie question parce que c'est à travers ces séries notamment que l'idée du travail du médecin légiste en général est cantonnée à l'activité d'autopsie. Parce que dans les séries, ce qu'on voit principalement, c'est vraiment le légiste qui éventuellement se déplace sur les lieux du décès, fait ses constatations et autopsie derrière. Effectivement, c'est ce qui ressort très très fréquemment et c'est ce qui a attiré une partie d'ailleurs de mes collègues dans ce type d'activité de choix de spécialité, en tout cas de médecine légale. Mais c'est erroné puisque je vous le disais, au quotidien, heureusement on côtoie aussi beaucoup de vivants par l'activité de victimologie et donc ça, cette représentation n'est pas fausse mais ne relève que d'une partie de notre activité. Par contre, ce qui est souvent faux et complètement faux, et ce qui nous fait toujours beaucoup rire de médecins légistes dans les séries ou même dans certains livres qu'on peut être amené à lire, c'est typiquement le médecin légiste, alors souvent en talons aiguilles maintenant, qui se déplace sur les lieux du décès ou qui fait son autopsie et qui peut dater la mort à la minute près. Voilà, ce qui est totalement impossible en pratique, ce qui n'existe pas, donc souvent ça nous fait sourire. Après, malgré tout, je trouve que ces dernières années, ça a pas mal évolué et qu'on se rapproche, dans certaines séries en tout cas, à une activité qui est plus concrète, plus réaliste de la médecine légale. Notamment, alors même s'il y a des passages de cette série qui sont pas forcément proches réellement de notre activité, mais la série Balthazar qui est enregistrée en fait à Montpellier chez nos collègues de Montpellier, s'est attachée malgré tout à montrer différents aspects de l'activité de médecine légale qui relate plus concrètement ce qu'un médecin légiste peut être amené à faire. Alors après, il faut rendre la série attractive, donc on va rajouter des choses autour, mais pour autant, je pense que ça s'améliore, on arrive à voir des choses qui sont un petit peu plus concrètes, un petit peu plus proches de notre activité. Donc ce qui serait faux, ça serait de dire que la médecine légale, c'est que des autopsies, et ça c'est ce qu'on voit quand même beaucoup dans les séries, c'est de laisser croire qu'on peut être ultra performant pour déterminer une cause exacte de décès en regardant simplement le corps de l'extérieur ou en datant un décès à la minute près. Ça c'est vraiment des choses qui sont fausses. Maintenant, l'abord de victimologie commence à se montrer aussi, et je trouve ça intéressant de montrer que c'est aussi cette partie-là qui occupe le médecin légiste. Merci beaucoup, Dr Jousset, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est un plaisir vraiment pour moi d'avoir l'occasion de présenter cette spécialité à laquelle je suis très attachée.